Bonjour, salut à tous, je suis très content de vous retrouver chers amis, merci pour vos partages, merci aussi pour les pouces et les commentaires et de faire connaître la chaîne Khalid Léon. Je voulais revenir un petit peu sur les gigolos de la presse qui s'empressent de verser des tonnes de larmes de crocodile sur ce qui est vraiment dramatique, la disparition grave et l'assassinat de la petite Louise et du petit Elias. Alors ils ont mis ça en scène toute la semaine pour ne pas parler aussi des autres choses. Alors s'ils versent vraiment des larmes, s'ils ont vraiment un cœur, ces gigolos de la presse, eh bien, nous ont, en tout cas, qui nous prouvent qu'ils aient un jour versé une seule larme sur les 40 000 enfants gazaouis écrasés, déchiquetés par les bombes de Netanyahou. Pas un mot là-dessus. Mais par contre, pour instrumentaliser le drame et la misère de ces deux familles, effectivement, ils sont très très forts pour éviter les sujets régaliens qui intéresseraient les Français. Alors, au sujet de tout cela, évidemment, quelques sujets à aborder. Lors de cette affaire, Louise, évidemment, la presse d'extrême droite, Frontières, le JDD, se sont pressés de faire les Colombos, et de trouver un coupable. Le coupable idéal, évidemment, c'est un Maghrébin. Alors, ils l'ont désigné très vite. 2-3 jours après, on a appris qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Démenti approximatif de la fachosphère qui était très contente de dire, tiens, on s'en doutait, c'était forcément un Maghrébin qui était derrière ça. Il s'avère que ce soit un bien blanc, un blanc de blanc, avec des parents effectivement normalement friqués, un directeur de banque pour le papa et une mère DRH. Et là-dessus, pas trop de retour et pas d'excuses officielles d'avoir accusé et d'avoir affiché, d'avoir publié le nom de ce malheureux garçon faussement accusé au départ. Ça, c'est là la presse. Il y a des hauts et des bas dans cette presse-là. Elle est absolument dégoûtante, mais bon, quand on dit journaliste, vous savez, quand on dit journaliste, je pense à la citation de Sacha Guitry qui disait « Les journalistes, c'est comme les eunuques. Ils savent comment faire, mais ils ne peuvent plus le faire. » Voilà la presse qui nous régale tous les soirs de leur petite mesquinerie. Il ne parle pas, par exemple, d'une affaire qui me semble grave quand même, c'est Jean Castex. Vous savez, Jean Castex, celui qui avait un petit peu la façon de parler avec un accent comme ça, à la Rému, Jean Castex, qui nous apprenait comment s'asseoir, se lever, mettre un masque, etc., comment nous confiner, comment nous très confiner. Au jour d'aujourd'hui, on apprend que tout ça était peut-être une immense mascarade, une supercherie mondiale mise en place avec des lobbyistes de Big Pharma, etc., et qui a créé les drames que l'on sait et des effets terribles de ces vaccinations. Jean Castex était un acteur important qui disait « asseyez-vous, levez-vous », qui nous racontait des salades ou nous dire comment manger sa salade, s'asseoir, mettre un masque, le retirer, etc. Le voilà, Jean Castex, dont la presse ne parle pas, qui a été hier donc mis en garde à vue pendant 9 heures. C'est à son tour d'être confiné. Il a été mis interrogé par la police pour une affaire de subvention donnée par le conseil régional de la région où il est, c'est-à-dire le Midi-Pyrénées, du côté du mont Canigou. Là-bas, il a donné de l'argent à une société de téléphone qui était ensuite revendue à un privé. Enfin, une bisbille, un magouille, enfin un truc d'argent public, détourné, faux usage de faux. Et là-dessus, Jean Castex n'a pas fait son Rému ou son Pagnol, il a simplement dit un peu fanfaron, j'ai confiance en la justice de mon pays. Ça, c'est du Jean Castex, c'est un ex-premier ministre qui est derrière ça, mais là, la presse, non, l'important, et je le pense sincèrement, moi, c'est Louise et Elias, mais eux, vicelards comme ils sont en général, c'est pour éviter de parler de ces choses-là. Ils n'ont pas aussi évoqué le départ des rats qui quittent le navire élyséen, puisque l'éminence grise de Macron, la face sombre de Macron, un certain colère dont on ne voit pas trop la face, sauf lorsqu'il vient sur le parvis discrètement donner la liste de ceux qui ont été tirés au sort pour faire de la figuration dans les différents ministères. C'est là que Colère sort de sa tanière. Là, il veut se barrer. C'est un type qui n'est pas très clean, puisqu'il fait partie d'une famille italo-suisse richissime, milliardaire, qui détient une des plus grandes compagnies de transport de containers. C'est la compagnie MCM, je crois, qui est accusée, ça et là, notamment aux États-Unis, prise la main dans le sac, de faire aussi, au-delà des containers, du trafic de cocaïne. Eh bien, grâce à Colère et donc son entre-genre et sa position à l'Élysée, il a fait bénéficier sa famille d'argent public déjà au Havre,
de bénéficier donc de privilèges français et je pense d'obtenir aussi la fabrication de bateaux et des privilèges dans le port du Havre où, paraît-il, régnerait une espèce de mafia de la cocaïne liée à cette famille MCM dont le numéro 2 ou le 1 bis de l'Élysée serait un petit peu ça et là. D'ailleurs, lorsqu'il a été un peu pointé du doigt il y a un an, c'est Macron himself qui a sorti sa plus belle plume pour écrire au juge en lui disant « sur ma foi, sur mon honneur » et tout, tralala, je vous jure que cet homme est intègre et dans cette histoire, il n'est pas entaché ni lié. Je voudrais, en parlant de Prades, cette ville du Sud où Jean Castex est maire et député maire, vous rappeler une anecdote vraie. Il y a un festival de musique classique et de violoncelle qui a lieu tous les ans. On ne le doit pas à Jean Castex, ça se saurait. Hein. Non, c'est l'immense violoncelliste Pablo Casals, qui était un violoncelliste catalan, espagnol, qui était mondialement connu, Pablo Casals, puisqu'il avait, il avait joué les suites de Bach au violoncelle, etc. Et il avait créé un festival justement à Prades, qui est aujourd'hui connu et célèbre. Mais pourquoi je vous parle de Pablo Casals? Pablo Casals était à la musique classique et au violoncelle, ce qui était par exemple Pablo Picasso à la peinture. C'était un monument aussi du pacifisme, parce que cet homme a toute sa vie manifesté un peu partout, dès les années 50, pour dénoncer les génocidaires américains qui avaient tué des centaines de milliers de Japonais dans ce crime nucléaire qui était Hiroshima et Nagasaki. Pablo Casals avait aussi rencontré l'immense écrivain Tahar Hussein, l'Égyptien, l'auteur des Nuits et des Jours. Tahar Hussein qui fut aussi donc le ministre de l'Éducation à un moment en Égypte, qui a laissé traces incroyables sur la culture littéraire du monde arabe. Eh bien, ils se sont connus notamment parce qu'ils ont été élèves de l'université de Toulouse, et à l'occasion d'une rencontre vers les années 30, eh bien, Tahar Hussein était là avec son épouse et Pablo Casals. Il y a eu des moments d'échange incroyables. Je vous raconterai ça un jour, ce que ces hommes ont dit et fait lors de cette rencontre et des anciens élèves de l'université de Toulouse. Ça, c'est Prades, c'est le sud de la France. On est loin, on est à des années-lumière d'un Jean Castex ou d'un Colère et leur magouillerie et leur nazerie en tout genre. Je poursuis sur le gigolo de la presse qui, effectivement, verse des larmes de crocodile sur un vrai drame humain, un drame dont tous les Français regrettent, et tout le monde, d'ailleurs, qu'on soit français ou pas, le meurtre et la disparition de Louise et du petit Elias, mais pendant qu'on nous joue le décor du drame, etc., eh bien, on ne parle pas des autres choses qui sont aussi des informations régaliennes et qui devraient intéresser les Français, Jean Castex, Macron, Colère, etc., etc. Je rappelle quand même que lorsque Louise a été assassinée, les extrémistes de droite ont accusé immédiatement un jeune homme je vous le rappelle quand même, je le dis, c'est important, d'origine maghrébine, sans aucune preuve ni rien. Ils se frottaient déjà les mains d'en tenir un et dire voilà, ils sont comme ça, comme le disait l'épouvantable épouvantail Zemmour, qui a dit de nous sommes que des voleurs ou des assassins. Eh bien, ils étaient très contents d'avoir une espèce de preuve, d'indice de ce que disait l'exécrable Zemmour. Je ne sais pas vous, mais je trouve que la presse n'est pas très loquace. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy et son procès pour des faits graves qui lui sont reprochés. Alors, il semble avoir oublié, il semble être amnésique. Bientôt, il ne reconnaîtra plus sa femme, il ne reconnaîtra plus sa fille, il ne sait pas qui il est, etc. Alors, il nous la joue à l'envers, Sarkozy, il était habitué. Celui qui avait dit d'ailleurs que l'Afrique n'était jamais rentrée dans l'histoire. Je lui propose, par exemple, de lire un livre de Yasmina Khadra qui s'appelle « L'équation africaine » et il verra comment des Allemands un peu perdus en Occident vont aller du côté de Mayotte, justement, eh bien, découvrir un petit peu la réalité africaine. Que Sarkozy s'instruise un peu, qu'il soit un peu plus cultivé, si c'est encore un mot qui lui dit quelque chose, celui qui disait à Patrick Buisson, son conseiller extrémiste de droite, Patrick Buisson maurassien, à qui Sarkozy disait « Je rêve de mourir riche, voilà sa hantise, voilà l'horizon ».
d'un Sarkozy. Donc s'il peut lire un peu pour s'instruire, ça lui ferait quelque chose. Celui qui disait que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, il pourra entrer dans l'histoire via un écrivain algérien, si ça ne le dérange pas d'apprendre par là. Et puis, s'il veut un peu de poésie, il peut aussi peut-être lire Kateb Yassine, le polygone étoilé, pour voir un petit peu ce qu'est l'amour, ce qu'était l'immense Kateb Yassine, et s'instruire un peu des affaires du Maghreb et de l'Algérie, dont apparemment il n'est pas très copain si on suit ces différentes déclarations. Ou alors s'il a oublié ses brisbis, ses magouilles, ses nazeries, avec ou sans l'enrichissement, avec Kadhafi, eh bien je vous propose de lire le livre brillant écrit par Fabrice Arfi et son ami Lasquet, qui s'appelle « Avec les compléments du guide ». Si avec tout ça, Sarkozy ne recouvre pas la mémoire, ou n'est pas une once de culture supplémentaire, c'est que vraiment il est perdu pour lui-même et pour le reste du monde. Et puis vraiment, si Sarkozy veut vraiment s'instruire un petit peu, s'il a tout oublié de la Libye ou du regretté colonel Kadhafi, et s'il veut y revenir par la littérature, je vous propose aussi un livre de Yasmina Khadra qui s'appelle La nuit du Raïs. Ceci dit, entre la France et l'Algérie, le torchon brûle depuis un moment, le torchon diplomatique, bon, on sait un peu trop pourquoi, c'est d'abord une histoire de gros sous, hein. Sans ça, et toute la bande, c'est du bidon, hein, ça ne vaut rien tout ça. Tout le monde sait que ce sont des littérateurs à 2 francs 6 sous, vendus au plus offrant. Non, la réalité, elle est plutôt économique, et apparemment, l'Algérie ne veut plus tellement de l'usine Renault. L'usine de montage qui avait été donc commencée à être installée en Algérie, du côté d'Oran, eh bien l'Algérie, à cause de tracasseries, pas uniquement à cause d'un contrôle technique de voitures, non, ni un trafic d'influence, mais plutôt lié au trafic de voitures, on va dire ça comme ça, au trafic diplomatique qui passe mal en ce moment. Et l'Algérie apparemment ne veut plus de ce contrat à la perte sèche pour Renault. L'Algérie peut se tourner vers d'autres fournisseurs. Et là, alors moi j'ai pensé que peut-être celle qui a été à un moment l'entremetteuse pour Nissan Renault, vous vous souvenez de Carlos Ghosn, où apparemment elle aurait fait du lobbying, elle aurait offert du lobbying à l'Europe pour essayer de vendre Nissan Renault avec l'aide de Carlos Ghosn. Ça n'a pas réussi, puisque vous connaissez la suite de Carlos Ghosn et de Renault-Nissan. Alors peut-être que Rachida Dati, vu qu'elle a des parents de chaque côté, une mère algérienne, un père marocain, peut-être qu'elle aurait pu faire l'entre-gens pour gagner un peu de pognon, parce qu'apparemment c'est le but, c'est sur l'obsession, elle est Sarkozy visiblement. Elle aurait pu peut-être faire l'entremetteuse, celle qu'il a déjà fait derrière l'entremetteuse avec Carlos Ghosn, puisqu'elle aurait touché 900 000 € pour faire du lobbying à la communauté européenne. Celle qui récemment donnait des leçons de vertu ou de vêtements. Tout le monde peut pas s'habiller en Chanel ou en Karl Lagerfeld comme elle. Mais elle aime beaucoup l'argent, elle a touché 900 000 balles, elle est mise en examen, elle est poursuivie dans cette affaire. Et pourtant, elle donne des leçons à Rachida Dati et elle est ministre, c'est vous dire. Alors, il y a une erreur quelque part, je ne comprends pas trop. L'histoire se poursuit avec l'Algérie, puisque l'Algérie ne commande plus non plus de blé à la France. Curieusement, l'Algérie était une partie du Maghreb et la Tunisie était le grenier à blé de la France à l'époque. Les Romains en avaient fait leur grenier à blé. D'ailleurs, le problème avec l'Algérie, la colonisation, la conquête, entre parenthèses, a commencé avec une histoire de blé, de dettes impayées. C'était d'abord le Napoléon le Petit, le Nabo, qui avait envoyé une espèce d'espion qui s'appelait Boulanger, ça ne s'invente pas, le blé Boulanger, qui était, il y avait une dette impayée déjà de cette époque-là, et il avait envoyé un espion Boulanger pour voir comment on pouvait conquérir l'Algérie. Ça a semblé un peu difficile à l'époque, et ils se sont tournés vers Aboukir, vers l'Égypte. Eh bien aujourd'hui, l'Algérie ne veut plus du blé français, elle s'est tournée vers le Mexique, et vers le Canada pour acheter son blé. Donc, le blé continue, c'est vraiment une histoire de blé avec l'Algérie et la France. J'espère que ça s'arrangera et qu'on sortira un petit peu on aura fini de manger, c'est le cas de le dire, notre pain noir entre la France et l'Algérie, et qu'on pourrait effectivement commencer ou à poursuivre notre politique du pain blanc, et ce sera du pain béni, évidemment, pour tout le monde. Bien entendu, pour relier les liens entre l'Algérie et la France, il y a des gens importants, il y a des gens valables comme Hubert Védrine, ou je pense à Dominique de Villepin. Sinon, il y a des villes, personnes, quelques-uns, qui se sont vendus pour un quignon de pain, pour pas grand-chose, qui valent pas grand-chose, qui prétendent écrire avec une plume, alors que leurs plumes ne valent pas mieux que les plumes des danseuses du Moulin Rouge et du Lido, sauf que les danseuses du Moulin Rouge sont honnêtes. Leurs plumes, elles se la mettent quelque part, et moi, ce que je propose à ces vendus de Sansal, de Daoud et du troisième larron, Sifawi,
c'est de se mettre aussi la plume là où les danseuses les mettent. Voilà, je voulais sourire là-dessus, terminer là-dessus. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas de partager, de faire vos commentaires évidemment, et de partager et de mettre sur la petite cloche pour ceux qui voudraient s'abonner à la petite chaîne. Je vous remercie infiniment. Je sais que j'ai oublié plein de choses que je voulais vous dire. J'essaierai d'y revenir tantôt. Merci infiniment.